Parmi toutes les qualités individuelles qu'un joueur peut avoir, je pense qu'une des plus importantes, ou peut-être même la plus importante, c'est la détermination. Parce qu'il y a des joueurs qui, devant une tâche très pénible, comme par exemple défendre une partie où ils sont un peu moins bien, eh ben, ont une espèce de crise de volonté. C'est-à-dire qu'ils voient la défense qui les attend, ils voient tout ce malheur qui les attend, et face à cette énorme tâche, eh ben, souvent on se laisse aller, et ça résulte soit en une faible résistance de la part du joueur, et donc au final il va perdre, soit le joueur décide de tout miser sur une arnaque à laquelle il ne croit que très peu, et une fois que l'arnaque ne passe pas et qu'il est bel et bien perdant, eh ben, il pense qu'il peut se rendre sans problème, qu'il a bien combattu, que la victoire est méritée, etc. Évidemment, c'est pas vrai. Et ça, en fait, ça arrive à tous les joueurs, que ce soit des amateurs ou des grands maîtres, comme on va le voir. Et que, en fait, même des très forts joueurs, ils peuvent être tellement résignés devant la perspective d'une défaite qui arrive qu'ils en oublient de saisir la chance qui s'offre à eux. Et donc ici, j'ai pris une partie de moi pour commencer. Et dans cette position, j'ai les noirs et je suis complètement foutu. Et ça fait depuis le début que je suis foutu parce que j'ai blunder dans l'ouverture. Et en fait, ça fait 2h30 que je me bats en ayant dû lâcher une qualité, en ayant des pions en moins. Et vraiment, je suis juste mort en fait. Et là, mon adversaire joue cavalier F5. Et là, comme j'étais dans un état d'esprit où j'avais déjà perdu depuis longtemps et que ça fait des heures que je jouais en défendant et sans jamais avoir aucune perspective de revenir dans la partie, je n'ai pas essayé de chercher comment gagner ou comment remonter. Puisque mon cerveau n'était juste plus programmé, plus habitué à penser comme ça à ce moment-là. Et donc ici, j'ai simplement regardé sa menace et j'ai joué fou E7 en étant résigné, en sachant que j'allais perdre dans tous les cas, mais simplement en jouant des coups pour jouer des coups et en attendant ce que mon adversaire allait bien me faire. Et après, il a gagné comme ça, il a joué C5 et il m'a pris, joué C6 et fait une dame. Et j'ai perdu. Parce qu'en fait, j'ai joué ce coup comme si j'étais déjà un peu dans une partie où le résultat était décidé à l'avance, comme si j'étais dans une pièce de spectacle où on savait déjà ce qui allait arriver et simplement on continue de regarder tout en sachant la fin. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais une tactique et elle n'était pas très dure, mais c'est juste que je n'ai même pas pensé à chercher une manière de revenir. Et si j'avais été dans cet autre mode de pensée dans lequel j'aurais essayé de revenir dans la partie, dans lequel j'aurais continuellement cherché des coups pour poser des problèmes à mon adversaire plutôt que de simplement suivre le flow de la partie qui était évidemment que j'allais perdre, j'aurais pu penser à fou prendre C4. Et en fait, fou prendre C4, c'est pas un coup qui est tactiquement difficile, mais c'est simplement l'état d'esprit dans lequel j'étais qui ne me permettait pas de chercher des coups pour poser des problèmes à mon adversaire, mais simplement des coups pour suivre le flow de la partie. Et en fait, ici, après roi prend C4, il y aurait E2, et le pion ne peut pas être arrêté, parce que le fou contrôle cette case, et donc la tour ne peut pas venir faire échec. Et si jamais la tour venait sur G1, bah, il y aurait eu dame, prise, et en fait, ici, j'ai vraiment beaucoup de chance de... en tout cas, poser des problèmes, peut-être pas gagner, mais j'ai un pion passé, il y a des pions sur les deux ailes, j'ai un fou, il a un cavalier, la position est ouverte, donc j'ai en fait beaucoup de chances de gagner ici, et selon l'ordi, c'est égal. Oui, c'est égal, donc fou prend C4, un coup très simple, mais auquel je n'ai juste pas pensé parce que j'étais déjà défaitiste. Et pour vous montrer que ça arrive à tous les niveaux, ici j'ai une partie de Alexei Shirov contre John Timan, et ici... Shirov a les blancs, Timan a les noirs, et ici les blancs sont gagnants parce qu'ils ont un gros pion de plus, et à ce niveau-là, une finale de tour comme ça, avec un pion de plus comme ça, c'est gagnant. Et là, les blancs jouent G4, tour E6, des noirs pour essayer de venir choper le pion, donc il y a eu tour D8, roi F7 et tour E7 pour venir défendre le pion en prenant celui-là, ce qui oblige les noirs à jouer tour E7, et tour E7 propose un échange de tours. Et là, Shirov avec les blancs joue tour prend E7, qui est une gaffe. Parce qu'il aurait pu simplement revenir en D2 et en C2 pour protéger ce pion. Et ok, c'est pas très facile à gagner pour les blancs, mais ça gagne quand même. Sauf qu'après tour E7 et roi prend E7, la finale de roi et pion est en fait nulle. Les blancs ont joué G5 et les noirs abandonnent. Les noirs abandonnent ici, ce qui est encore une plus grosse gaffe que juste l'échange des tours en E7. Parce qu'en fait, après roi D6, les noirs peuvent faire nul. Imaginons, il y aurait deux coups ici, ce serait F5 et H4 pour essayer de créer un pion passé. Imaginons F5 tout de suite. Après F5, les noirs prendraient le pion. H4 pour venir faire H5 et G6 et créer un pion passé. Les noirs pourraient revenir. Donc roi F3, F4 pour essayer de se faufiler en F5. Donc H5. J'ai vérifié tous ces coups avec l'ordi avant de vous montrer, hein, donc c'est les meilleures lignes. Et ici, après roi F5, il y aurait G6. Et l'astuce, c'est que les blancs essaieraient de jouer pion H6 une fois que les blancs prennent. Mais sauf que ici, simplement, les noirs peuvent venir en F6, roi prend, et échec. Et donc en fait, ce serait nul puisque les noirs viendraient choper ce pion. On le donne avec les blancs, important. Et ensuite, on récupère G5. Et même si les noirs récupèrent l'opposition ici,
Pardon, eh bien c'est quand même une partie nulle, tout simplement parce que il faut pas oublier que lorsque le roi est comme ça en face du roi et que le pion est juste derrière, c'est une nulle théorique en fait. Donc ici, c'est nul. Pareil, si au lieu de F5, les blancs avaient essayé de jouer H4, comme ça le roi ne peut pas venir en E5 tout de suite, les noirs pouvaient juste prendre le pion, et après F5, c'était toujours nul, parce que ce pion passé est en fait aussi fort que ce pion passé, et du coup ça va contraindre les deux camps respectivement, et aucun ne pourra passer, ce sera un blocus en fait. Donc ici on craint pion passé avec les blancs, exemple, je vais passer rapidement, mais le roi blanc va venir ici. Et ici, on a l'impression que c'est gagnant pour les blancs, mais en vérité, ce pion ne peut pas avancer parce que le roi est ici, et le roi doit choper ce pion, sauf que ce pion va être protégé par ce roi. Et donc en fait, les deux pions sont protégés par les deux rois mutuellement, et globalement, ça va faire une nulle. Puisque les blancs peuvent pas faire de triangulation pour donner le mauvais tempo aux noirs, puisque les noirs peuvent tout le temps aller en D7 lorsque le roi blanc s'en va de C6. Et donc les noirs vont juste faire roi 8, roi D8 à l'infini, jusqu'à ce que les blancs lâchent le pion F6. Sauf qu'après F7, les noirs viennent chercher le pion F7 et les blancs viennent chercher le pion C7. Mais après ça, c'est juste bloqué parce que le roi reste dans ce coin et les blancs ne peuvent pas progresser. C'est nul. Donc en fait, ce qui rend tellement surprenant cet abandon de Timan avec les noirs, c'est qu'il aurait juste pu venir prendre le pion C6 et voir ce qui allait se passer, voir les intentions des blancs, parce que de toute façon, c'était nul. Et un abandon aussi anticipé, aussi précoce, c'est le signe clairement que Timan était défaitiste à ce moment-là, comme moi dans l'exemple d'avant. Il croyait que la finale de tour juste avant était perdante, et comme cette finale de pion dérive de la finale de tour, il s'est dit qu'elle devait être perdante aussi. Et dans les deux exemples qu'on a vus, à chaque fois, les deux joueurs ont arrêté de faire attention à l'échiquier et étaient en fait sous l'influence de ce qui s'était passé avant, au cours de la partie. Et ça, c'est un défaut qui apparaît au niveau amateur comme au niveau grand maître, comme on a vu. Et c'est un truc dont je me suis rendu compte en travaillant sur mon guide sur l'entraînement aux échecs, c'est que on est tous sujets à ce biais-là. Et le savoir, c'est déjà la première étape pour l'effacer. Bref, la leçon à retenir de ça, c'est que tant que la partie continue, faut se concentrer sur la position en cours, qui est celle qui est devant vous. Et peu importe ce qui s'est passé avant, à moins que votre adversaire ce soit un grand maître, il y aura toujours une chance de revenir dans la partie. À un moment, il y aura toujours une faille qui va vous permettre d'avoir du contre-jeu. Et ça sert à rien en fait de continuer à jouer juste pour bouger les pièces en attendant le moment d'abandonner. Et votre boulot en tant que défenseur, c'est de rester focus pour ne pas rater cette opportunité au moment où elle arrive. Tu peux télécharger mon PDF gratuit si tu veux pour apprendre à analyser tes parties. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye.